Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en ce samedi 1er juin. Soyez les bienvenus. Il est 19h33 en Algérie. En France, il est 20h33 précisément. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, bien évidemment, vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notamment notre page YouTube, le replay de toutes les émissions tout au long de la semaine. En fin d'émission, donc vous retrouverez bien évidemment Al-Umq avec mon ami confrère Salim Salhi et juste derrière le standard. Vous êtes ouvert avec des images inédites sur notamment la situation au pays. Vous pourrez vous exprimer. En tout cas, l'actualité en Algérie a été dominée cette semaine par peut-être un homme, une personnalité pour certains, un homme qui fait polémique aussi, qui est au pouvoir maintenant depuis le 12-12-2019. L'actualité donc dominée tout autour du président algérien Abdelmadjid Tebboune. On évoquera bien évidemment dans la continuité de cette réunion qui a eu lieu le mardi 21 mai dernier avec notamment cette rencontre autour des partis, puisque des éléments sont tout de même sortis. On viendra sur le Parti des travailleurs et puis le FFS qui ont tout de même dénoncé les détenus d'opinion, mais Abdelmadjid Tebboune qui campe, toujours le déni total, qui campe sur ses positions. Il n'y a pas de détenus d'opinion dans les prisons du pays, a-t-il déclaré. Nous reviendrons pour commencer l'émission sur les annonces de Mohamed Chorfi, qui est le président de l'ANI, l'agence nationale notamment, qui organise et qui est censée mettre en place des élections indépendantes afin que les Algériens et les Algériennes puissent voter dans les meilleures conditions, surtout de transparence. Une grande question, la transparence en Algérie, d'où d'ailleurs notamment ce boycott maintenant général depuis plusieurs décennies en Algérie, notamment sur les derniers scrutins au pouvoir. Abdelmadjid Tebboune 12-12-2019 a été totalement boycotté. Le 21 juin 2021, c'était les législatives totalement aussi boycottées, les communales, les wilayas, et puis le réforme de la Constitution, malgré le rejet du peuple qui était dans la rue à l'époque, un boycott aussi total. Donc on viendra sur les élections, comment elles sont organisées. Est-ce que réellement depuis maintenant 5 ans, le pouvoir a-t-il tout fait pour amener les Algériens et les Algériennes à aller dans les urnes? Ils ne sont pas loin de 25 millions d'électeurs et d'électrices. On évoquera dans quelques instants les mots de Mohamed Chorfi qui parle de cette jeunesse. Mais on sent aujourd'hui, on connaît le désintérêt total pour notamment la politique, en tout cas celle menée par le pouvoir, puisque les Algériens et les Algériennes veulent faire de la politique, mais pas dans ces conditions. Et nous reviendrons aussi sur Mohamed Lagab, qui a parlé d'une presse forte et importante, mais de quelle presse forte? Est-ce que c'est celle qui va dans le sens du pouvoir, ou est-ce que c'est réellement une presse libre? Il a aussi évoqué, il a aussi proposé des formations, mais est-ce que c'est au ministre de la Communication de proposer des formations, mais à l'inverse de créer une politique de liberté d'expression? On y reviendra. Et puis un grand volet sera consacré toujours tout autour d'Abdelmadjid Tebboune, puisqu'il était à Khenchela il y a 48 heures. Sans plus tarder, nos invités ce soir, il est avec nous en direct de Washington. Hamid Lelou, bonsoir. Vous êtes donc président de Run for Democracy in Algeria, en route pour la démocratie en Algérie. Bienvenue, Hamid Lelou. Merci, Si Chaban. Merci pour l'invitation. Bienvenue à tout le monde, à vos invités. Et laissez-moi juste vous dire que je vous entends très bien, mais je n'ai pas d'image. Très bien. En tout cas, nous, on vous entend très bien et on vous voit très bien. C'est le plus important pour les téléspectateurs et les téléspectatrices. Merci pour votre fidélité, Hamid Lelou. Il est avec nous donc en direct. Alors, il est à Bouira normalement, si j'espère que je ne me trompe pas. Fidèle à l'émission aussi, militant politique de longue date, médecin. Docteur Mohamed Lamine Chiban, bonsoir. Salut, salam alaikum. Je salue, je vous parle de Chorfa, voilà, plus précisément. Alors, je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à la dignité. Tahiyya li shurafa wa ahrar al-Jazair. Et mes salutations et mes respects à Monsieur Lello et à tout le monde.
Voilà. Merci d'être avec nous. Bien évidemment, on parle aussi de cette jeunesse, de ces militants, de ces Algériens, Algériennes, aussi qui sont parfois malheureusement à l'étranger. Ils continuent, ils continuent à travailler, à militer, à réfléchir pour un autre État, un autre pays, un État de droit en tout cas différent, celui qu'aspire une grande partie des Algériens et des Algériens. On va revenir sur ces millions d'Algériens qui sont aujourd'hui quelque part totalement zappé et squeezé, notamment aux quatre coins du monde. Il est à Paris. Abderrahim Moussaouer, bonsoir, enseignant, militant politique. Bonsoir Chaban, bonsoir Monsieur Lelou, Monsieur Chiban et l'équipe technique de Magharibia et à tous les téléspectateurs de cette chaîne, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Et merci pour cette invitation. Merci d'être avec nous. Nous allons, pour commencer donc cette émission qui dit donc élection, dit bien évidemment un État de droit, un État démocratique. On va écouter ici notamment Mohamed Chorfi qui déjà le 22 mai dernier, c'était à Larwat, il a commencé donc à faire quelques annonces. Le prochain scrutin présidentiel se déroulera dans des conditions et normes optimales en termes de transparence et de démocratie. Dimanche, c'était à Annaba en début de semaine, donc il a fait aussi de grosses déclarations. En tout cas, il est optimiste, on en parle ce soir. La mise en place de conditions organisationnelles aux normes internationales pour le prochain scrutin du 7 septembre constitue une garantie supplémentaire de l'intégrité et de la crédibilité des élections. Des annonces claire, nette et précise. On l'écoute et on en parle juste derrière. كل مصالح الدولة كامل نسعاو باش تكون لا غارونتي، هذا الضمان الدستوري والضمان القانوني لحرية اختيار المواطن، حرية اختيار المواطن تكون غارونتي على عاتقنا، على كتافنا، على كتاف الدولة. كي نقول كتاف مش السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، لا فقط رانا كي شغل رانا حراس، ولكن على كتاف الدولة، على كتاف الدولة، والدولة كاملة راهي ملتزمة بهذا الأمر، راح على لسان رئيس الجمهورية في حد ذاته، على لسان الأحزاب السياسية، على لسان كل الناس يترجاوا ويعملوا من أجل أن تكون هذه الانتخابات انتخابات شفافة نزيهة ومطابقة لما تقتضيه القوانين الجزائرية والقوانين الدولية في هذا. Voilà, Mohamed Chorfi, donc on le rappelle, qui était aussi présent dans le cadre de cette réunion organisée très rapidement, sans aucune annonce au préalable par le président algérien, pour avoir donc écourté ce mandat présidentiel, une élection qui devait avoir lieu le 12-12-2024, et Abdelmadjid Tebboune donc a annoncé écourter son mandat. C'est très rare et en plus une date qui en dit long, encore une fois, en pleine rentrée sociale. Mohamed Lamine Chiban, vous êtes en Algérie, on va commencer par vous. Vous êtes quelque part aussi très concerné en pole position même, puisque vous êtes au pays, vous subissez aussi ces difficultés, les difficultés peut-être démocratiques pour commencer. Comment vous réagissez, notamment à Mohamed Chorfi qui parle du droit du citoyen, le droit numéro 1, c'est vraiment de s'exprimer dans les urnes. Un homme aussi qu'on a très peu vu depuis 5 ans autour de tous ces scrutins et qui sont énormément boycottés. Si Chaben, je salue M. Moussaouer. Écoutez, les déclarations sont souvent très riches en promesses, mais leur traduction sur le terrain reste approuvée. Depuis 92, plus l'envie de voter. Il y a un sentiment, un désintérêt total pour ces élections parce qu'ils connaissent le résultat d'avance. Il a dit le match, il est déjà, on connaît le résultat. Mais permettez-moi auparavant une pensée pour ces martyrs de Gaza. Respect à la résistance Hamas de Gaza et toute ma sympathie à cette population meurtrie, héroïque, et Al-Izza, les Gaza. Et en même temps, j'en profite, nous sommes le 1er juin, c'est la fête de l'enfance. Je vous cite
Ben Badis, il disait Ya nash'u anta raja'una wa bika as-sabah qad iqtarab. Et Hussein Ait Ahmed, le grand chef historique, disait un jour, la parole reviendra au peuple. Nous avons une jeunesse qui est assoiffée de changement. Alors face à ces déclarations, comme je vous l'ai dit, il y a réellement un désintérêt total. Les gens, je sors dans la rue, je parle avec des amis, avec la population, dans les cafés. On ne parle pas du tout de ces élections. On parle de l'Aïd, l'achat du mouton, qui coûte très cher. Et puis, nous ne pouvons pas construire notre pays en empêchant les Algériens de s'exprimer librement. Incroyable, à quelques semaines des élections, et le champ médiatique est fermé pour l'opposition crédible. Écoutez, si Chaben, quand nous perdons le droit d'être différents, nous perdons le privilège d'être libres. Monsieur Charles Evans Hux. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Les quelques libertés acquises depuis les années 90, grâce aux martyrs d'octobre 88, ils sont annihilés. Une presse qui est sous tutelle, elle transmet le discours officiel. Bouk, Néram, c'est tout. Comment allez-vous rentrer dans ces élections? L'opposition crédible n'est pas présente, n'y est pas. Nous avons les applaudisseurs. C'est tout. Nous ne voyons rien de concret. Et puis là, il faudrait, je ne sais pas, il faudrait quand même donner cette liberté à la justice. Sans trop tarder, je laisse vos invités continuer et je poursuivrai par la suite. Merci. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. C'est vrai que c'est difficile à réagir. Ce sont des annonces, mais qui sur le terrain, puisqu'on rappelle que Mohamed Chorfi a eu largement le temps maintenant depuis quelques années vraiment de faire en sorte que les bulletins, en tout cas les urnes soient pleines de bulletins. On rappelle aussi, voilà, donc je rappelle que c'est le président de l'autorité nationale indépendante des élections, on dit bien indépendante. Il a appelé les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Il a précisé aussi que les élections demeurent le moyen légitime de gouvernance et d'alternance au pouvoir et que la voix du citoyen est la clé pour asseoir cette légitimité. Bon, il n'apprend rien à personne. Abderrahim Moussawer, une réaction toute simple. Voilà, on devrait avoir normalement des Algériens qui, d'après toutes ces annonces, celle du président, une effervescence quand même d'un certain nombre d'éléments qui devraient se ruer vers les urnes le 7 septembre, alors que c'est vrai qu'au pays, on ne parle pas du tout des élections. Effectivement, si tu me permets, Chaban, je voudrais profiter de cette invitation sur la chaîne de Magharibia, comme d'habitude. Nous avons parlé, nous sommes en train de parler, nous parlerons toujours de la situation qui prévaut en Algérie, qu'elle soit politique, économique, sociale, culturelle, donc la situation globale. Mais je me permets de commencer mes propos par cette pensée profonde à tous ces enfants dans le monde, en particulier à Gaza, à Rafah, qui se font aujourd'hui décapités par des bombardements de l'État colonial d'Israël. Et je voudrais aussi dire que dans un pays qui porte à cœur la cause palestinienne, qui est le nôtre, notre pays, l'Algérie, depuis ces bombardements, ces attaques du 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, aucune manifestation populaire en solidarité avec le peuple palestinien n'a pu être autorisée par le pouvoir qui nous gouverne en Algérie depuis 1962. En plus, je voudrais aussi dire cette pensée que nous avons à tous ces enfants de l'Algérie profonde, d'est en ouest, du nord au sud, en se posant de réelles questions. Est-ce que l'enfance en Algérie est respectée? Est-ce que les droits des enfants sont respectés? Est-ce que les enfants peuvent grandir dans de bonnes conditions sans qu'ils ne soient victimes de marasme, sans qu'ils ne soient victimes de pauvreté, sans qu'ils ne soient victimes de tout ce qui est, de tous ces manquements à leur vie économique, à leur niveau de vie, à leur vie sociale. Et je voudrais, en parlant des enfants bien sûr, initier peut-être
cette idée d'élection, Mohamed Chorfi, qui a aujourd'hui 77 ans, si on le rajoute à ces trois premières personnes ou ces trois premières personnalités du pays, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, ainsi que le président du Sénat, ces quatre personnages frôlent les 4 siècles d'âge, Chaban. Ils sont très âgés, hein. Le président de la République a 79 ans. Hein. Effectivement. Et puis, le président du Conseil de la Nation, qui dépasse les 90 ans aujourd'hui, on se pose la question sur cet écart, sur ce fossé qui se dessine devant nos yeux entre un peuple, entre un pays qui est représenté par plus de 70% de jeunesse de moins de 30 ans et sa classe gouvernante qui aujourd'hui, on vient de parler d'ailleurs, on vient de citer l'âge d'un président de la République et l'âge d'un président du Sénat. Vous savez, depuis l'indépendance du pays, à chaque fois qu'il y a eu une échéance électorale, que ce soit au niveau local, au niveau des wilayas, que ce soit des élections législatives, parlementaires ou l'élection suprême, celle du président de la République, à chaque fois on nous parle de la démocratie des élections, à chaque fois on nous parle de la transparence, à chaque fois on nous parle de la tenue des élections dans de très bonnes conditions démocratiques, l'ouverture. Or, l'ouverture ou les élections ne peuvent en aucun cas constituer en elles-mêmes et toutes seules l'aspect démocratique. Les élections, c'est un aboutissement d'un exercice démocratique qui part d'abord par l'ouverture du champ politique et médiatique, qui commence d'abord par permettre aux hommes, aux femmes, à la jeunesse, aux syndicats, aux associations d'exister, d'être présentes sur la scène nationale. L'ouverture politique, l'ouverture médiatique, le respect de l'exercice démocratique, ce n'est pas de dire la veille d'une échéance électorale telle que l'a faite le président désigné en 2019, Abdelmadjid Tebboune, en disant le taux de participation importe peu, l'essentiel c'est d'être élu, l'essentiel c'est que l'Algérie ait un président, c'est ce qu'on nous a dit depuis 1962. L'essentiel c'est que l'Algérie ait une présidence de la République, que l'Algérie soit protégée, le front de l'intérieur qui doit être renforcé. Et nous avons assisté récemment à cette séquence que certains peuvent qualifier de pièce théâtrale, en invitant bien sûr par l'invitation faite par le président de la République des 27 partis politiques qui, parmi eux bien sûr, il y en avait qui parlaient de la nécessité de la libération des détenus politiques et d'opinion, et le lendemain le président renie tout ça, tel qu'il l'a fait d'ailleurs avec Khaled Drarni, avec Ihsan Al-Qadi, en disant qu'il n'y a pas de détenus d'opinion en Algérie. Je pense que avant d'arriver à cette échéance électorale, le courage d'observer, de regarder et de faire des analyses, que ce soit du côté de la véritable opposition, de l'opposition qui est gagnée, donc acquise au système, ou même des partis du soutien, la moindre des choses, le sens de responsabilité politique aujourd'hui, c'est de dire quelle est la situation qui prévaut en Algérie. Nous sommes dans un pays que nos grands-parents ont pu libérer du joug colonial avec de lourds tributs, de lourds sacrifices. Mais le lendemain de l'indépendance, la confiscation des institutions de l'État s'est faite au grand jour. Aujourd'hui, en Algérie, on ne parle pas d'institutions, on ne parle pas d'institutions légitimes, mais on parle surtout de personnes, de personnalités. Et je pense que la visite faite par Abdelmadjid Tebboune, on en parlera tout à l'heure. On va y revenir. Sur beaucoup de choses. On va y revenir. Merci pour ces éléments assez complets. C'est vrai qu'autour des élections, autour des urnes, c'est aussi l'ouverture du champ politique. L'écoute, pour vous donner une information, ce soir, il y avait un rassemblement, une rencontre avec le RCD à Sétif, et aucun média pour un parti d'opposition ne s'est rendu pour donner information aux Algériens et aux Algériennes notamment. Hamid Lelou, on est loin effectivement des 59-60% d'électeurs en 91-92 sur les législatives. Comment vous réagissez à ces sorties de
Mohamed Chorfi, je rappelle, il était présent aux côtés de son ami, du président algérien. On rappelle que Mohamed Chorfi est né en octobre 46 aussi. Voilà, ça c'est important aussi à dire. Et un grand ami de Bouteflika, n'oublions pas ça. Vous savez, à mon tour de saluer Dr Mohamed Emin Chibane, dont j'admire le courage et l'engagement à partir de l'Algérie. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est bravo, chapeau. Et mes amitiés à C. Abdelrahim, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par 2 fois, une fois à Paris, une fois à Londres. Chorfi et Bengrina et toutes ces marionnettes qu'on nous sort, ils me font penser à nos mères. Je dis ça avec un zeste d'humour parce que nos mères, je me rappelle, elles gardaient la vaisselle en porcelaine, la vaisselle neuve, qu'elle ne sortait jamais. On utilisait tout le temps les vieilles casseroles et les vieilles assiettes pour manger. Et dès qu'il y a un invité, dès qu'il y a un mariage, on sort la grande vaisselle. C'est la même chose avec les élections en Algérie. C'est un silence complet. Les gens disparaissent complètement. C'est des sujets dont on ne parle pas et tout d'un coup, il y a les élections et pour faire semblant, il y a l'habillage. L'habillage, c'est quoi? C'est les partis politiques d'opposition fabriqués, fomentés de toutes pièces par les services de police politique, à qui on fait semblant de donner la libre expression et on montre un petit peu des petits morceaux par-ci, par-là à la télévision, comme quoi il participe à un débat démocratique. Et bien sûr, ce Chorfi qui, lui, disait exactement la même chose à l'époque de Bouteflika, que les élections seront transparentes, qu'il est là pour garantir, que l'État va garantir. Alors, ils disent la même chose sur Bouteflika et c'est la même personne qui critique Bouteflika. Demain, il y a quelqu'un d'autre qui vient, il va dire la même chose. Et enfin, moi, je vais répondre à toutes les questions que vous allez poser au mieux que je peux. Mais moi, je vais mettre mes interventions dans un cadre précis. Je m'en fous de ce que le régime fait. Quand je dis je m'en fous, parce qu'on le sait déjà, il est dans sa logique, on est dans une situation de fait accompli. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous faisons, nous, ce que fait le peuple, ce que fait cette opposition qui n'est pas reconnue, les personnalités politiques. Moi, je l'ai déjà fait. Et je supplie toutes les personnalités politiques algériennes et tous les acteurs, les influenceurs politiques ou quoi que ce soit, même s'ils ont une petite plateforme, d'appeler au boycott actif de ces élections, de cette mascarade. C'est ça qu'on devrait faire. Il faut qu'on fasse de cette journée une journée nationale du boycott national, une journée nationale de la désobéissance civile. Mais sincèrement, est-ce que vous avez une crainte, vu le contexte politique aujourd'hui en Algérie, l'environnement? Mohamed Lamine Chibane le disait il y a quelques instants, moi j'ai le plaisir d'échanger avec notamment une quinzaine de personnes il y a quelques semaines. C'est vrai que les gens ne savent même pas, se posent la question, où sont les élections? Est-ce que vraiment vous avez une crainte sur ce boycott? Il y a un désintérêt, on le sent, ce désintérêt total, et pour cause aussi, il manque d'opposition et manque de médias. On va en parler dans un instant, parce que les médias aujourd'hui, voilà, il y a absence de débat électoral, tout effectivement va dans le sens du président. Alors le président, on va en parler dans un instant, il est Khanchla, mais les Algériens aimeraient bien avoir des observateurs, des analystes pour leur dire ce qui a été fait sur 5 ans, etc. Donc, sincèrement, vous craignez qu'il n'y ait pas un boycott cette année aussi? C'est bien de le rappeler, vous me direz. Le problème dans le boycott, il faut faire très attention au langage. Le désintérêt populaire et le boycott actif, ce sont deux choses différentes. Quand vous faites un désintérêt populaire, c'est l'apathie. Vous vous intéressez pas à la politique, vous le faites pas, vous lisez pas, vous votez pas. Eh bien, ils peuvent revenir comme ils l'ont fait il y a 5 ans, ils vont dire, nous, on s'en fout. Nous, les gens qui sont venus pour voter, ils sont venus, ils ont voté, et c'est eux qui importent. Par contre, quand il y a une opposition active, un boycott actif, et là, il y a du bruit, là, ça va se sentir, ils vont entendre des gens parler, des gens qui vont appeler au boycott. Même dans d'autres pays, il y a la perturbation. La perturbation, c'est-à-dire que
que les gens dans des pays où il y avait des mascarades électorales, les gens au milieu de la nuit, ils allaient arracher les affichages des élections. À un moment donné, même en Algérie, on a vu à Bjeya ou à Tizi Ouzou, où il y avait des citoyens qui sont rentrés dans des écoles où déjà les urnes étaient bourrées à la veille des élections, où quelqu'un il a ouvert le bureau, ils ont jeté tous les bulletins qui étaient déjà mis dans l'urne 24 heures, 48 heures à l'avance, pour vous dire que tout est triqué. On le sait, même si le peuple va et il vote sincèrement, même s'il vote à 70%, 90% contre leur candidat, ben c'est leur candidat qui va sortir parce que il n'y a pas de contrôle. Moi, les hommes politiques et certains même activistes qui se disaient du Hira, qui disent mais il faut participer parce que la politique de la chaise vide ne paye pas. Eh bien, la politique de la chaise pleine n'a pas payé non plus. On fait la politique de la chaise pleine depuis 1962 et on n'a rien gagné. Donc, politique de chaise vide, non, mais il faut appeler au boycott actif. Il faut que les activistes algériens fassent cet appel et qu'ils aient le courage de le faire. Mais merci effectivement d'avoir fait la comparaison entre les deux. Ne pas aller voter, c'est une chose, mais en tout cas l'exprimer aussi par son mécontentement et sa colère, elle est différente. Alors on va écouter Mohamed Laga, puisque vous pensez bien qu'en parlant des élections, des médias aussi qui sont énormément tout autour du président actuel, aussi bien à Khenchla, mais pas que, alors que les autres partis, les autres personnalités qui veulent faire de la politique ne sont pas invités, ne sont pas donc entretenus sur des interviews, par exemple, des médias, absence totale au débat électoral. Alors Mohamed Lagab l'annonçait cette semaine. Il parlait notamment de cette Algérie qui a besoin de médias forts et efficaces, et il parlait aussi d'un secteur de l'information qui connaît désormais une bonne dynamique. Il parle vraiment de cette unité de force sur les établissements publics et privés initiés et demandés par le président algérien. وابتداء من يوم غد إن شاء الله وبالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية سيتم تنظيم على مدار 3 أيام تتضمن المحاور التالية: التغطية الإعلامية المنصفة للانتخابات، الأشكال الصحفية المستحدثة في التعاطي مع الانتخابات، القيم المهنية والصحفية في الانتخابات، والعادل Mohamed Lamine Chiban, bien évidemment, parler de politique, de démocratie, sans parler de cette liberté. Vous l'avez évoqué il y a quelques minutes, mais il fallait effectivement ce soir revenir un peu sur ces annonces. Encore une fois, une Algérie qui a besoin de médias forts. Médias forts dans quel sens, j'ai envie de dire, pour le pouvoir, peut-être aussi pour encadrer, relayer certaines informations. Les informations en Algérie aujourd'hui, elles sont quand même assez cadrées. La PS va toujours pas un peu, mais va toujours dans le même sens. On l'utilise chaque jour. Des établissements aussi de médias qui vont aussi toujours dans le même sens. On n'entend jamais un président face à ses responsabilités ou certains ministres. Est-ce que le ministre aussi, c'est à lui d'annoncer des formations? Est-ce que son objectif, c'est pas de mettre de réelles politiques de formation dans les universités, donner envie vraiment à ce que les futurs professionnels travaillent dans les meilleures conditions et mettre en place de réelles conditions de liberté? Mohamed Lamine Chiban sur ce volet. Tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, quand j'entends que le RCD, aucun journaliste n'est venu à ce meeting, partis d'opposition, malheureusement, ils sont marginalisés par le système. Ils sont perçus comme des potentiels fauteurs de troubles. Là, comment ils sont perçus, ces partis d'opposition. Et Solzhenitsyn, le grand Solzhenitsyn, l'opposant russe au régime soviétique, qui était détenteur du prix Nobel. Alors, sous la pression de l'Occident, il a été libéré. Une fois arrivé aux États-Unis,
il a fait une déclaration en disant « En URSS, j'étais poursuivi par des policiers. Ici, aux USA, je suis poursuivi par des journalistes. » Et je voudrais rappeler à Hamid Bello, à cette opposition qui reste, qui pourrait éventuellement, la crédible, celle qui jouit vraiment de noix auprès de l'opinion publique. Toi Jean de la Bruyère disait, toi qui te plains de la vie, demande-toi ce que tu as fait de bien pour la rendre heureuse. Alors, il y a tant de gens qui ne sont pas heureux et qui pourtant ne prennent pas l'initiative de changer leur situation. Allez, parce qu'ils sont condamnés à vivre le conformisme et la sécurité. Ça, c'est John Krakauer qui le disait. Alors, avoir un esprit critique ne veut pas dire être complotiste. Subhanallah, nous chérissons notre pays. Nous sommes malheureux quand on voit le doyen des journalistes, M. Saad Bouakba, réduit au silence. Nous sommes malheureux, nous sommes peinés, nous sommes tristes quand on voit M. Hussein Al-Qadi en prison. Subhanallah, et dire que les icônes du pouvoir, les icônes du Hirak, je les cite, entre autres, Karim Tabou, Fethi Gharres, Fodil Boumala, Bouchachi, d'autres partis, des personnalités du FIS, du RCD, réduits au silence, sous ISTN. Alors, comme le disait Karim Tabou, alors qu'est-ce que vous attendiez de cette masse d'applaudisseurs? Oula, rappelez-vous les élections fi Zarouel. Pourtant, c'était une personnalité, un des chefs des 22. Juste après le site, et on a vu ces résultats médiocres. Il dit N'habbak ya shab. N'habbak, rappelez-vous. N'habbak ya shab. Il est temps de faire participer l'opposition réellement crédible à la vie politique. Et nous avons besoin justement de médias crédibles qui évoluent justement dans un climat de liberté. Malheureusement, des médias qui dépendent du pouvoir en place et qui dépendent de la publicité. Voilà la situation amère. Il faudrait redonner au peuple, comme le disait Karim Belkacem, le lion de Jujra. Il disait en 67, redonner au peuple algérien le droit de disposer de son destin. Il a mata هذا الهوان. Il a mata. Alors, la justice, c'est la pièce maîtresse de tout dépend de la démocratie. Ce n'est pas en disant on a la jeunesse, l'observateur des jeunes, ils sont sensibilisés quoi? Quand le citoyen lui-même n'y croit pas. De quelle manière qu'il y ait une participation? C'est impossible. On ne voit rien de concret. On ne voit que les applaudisseurs. On ne voit pas l'autre. Ces opposants, ils ont le droit de dire la vérité, de dire leur opinion. Et au peuple, justement, de statuer. Voilà ce que je peux dire, mon ami. Merci. Restez avec nous. C'est vraiment désolant. Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chebane, et vous venez d'évoquer un Saad Bouakba. On en parle aussi dans ce volet. Dans quelques petites minutes, nous rentrerons bien évidemment dans la visite du président à Khenchela. Abdelrahim Moussawer, dans la continuité, voilà, un président qui appelle à aller voter, qui parle d'élections. Mohamed Chorfi aussi, mais est-ce qu'effectivement, les médias aujourd'hui, dans l'état où ils sont, est-ce que ils font leur rôle, un rôle de donner de réelles informations, de susciter la critique, l'éveil, les consciences, le débat. On a des médias aujourd'hui qui manquent de transparence, qui manquent de débat en Algérie, mais d'un autre côté, on a aussi ces annonces, voilà, d'un ministre de la Communication qui veut former et qui parle d'une bonne dynamique et de médias forts en Algérie.
Il se trouve que en Algérie... Et de formation dans le but, pardon, et de formation dans le but de bien couvrir les élections présidentielles. Excusez-moi. Absolument. Avant cela, je voudrais dire seulement que en Algérie, nous avons des journalistes qui ont reçu des prix régionaux et internationaux de la liberté de la presse, de la belle plume, des reportages, etc., qui sont considérés que nous Algériens, comme une fierté de la presse algérienne, de la presse écrite, audiovisuelle, peu importe sa nature, mais ça reste des compatriotes journalistes qui font honneur à ce métier. Il se trouve que ces mêmes journalistes dont je parle, sans citer forcément les noms, à une certaine époque ou jusqu'à aujourd'hui, certains, ils sont réduits au silence, d'autres, ils se trouvent obligés de changer de métier, tandis que d'autres se retrouvent derrière les barreaux. Je pense à Hassan Qadé, je rappelle ce qui s'était passé avec Mohamed Mouloudj, avec Rabh Karesh, avec Khaled Drarni, avec tous ces journalistes, avec le Maghreb émergent, avec Radio M. Et vous avez un président désigné qui fait partie du pouvoir exécutif, qui annonce que certains d'entre eux étaient des khabarjiyas. Ça veut dire que là, il y a un problème de déontologie politique, un problème de séparation des pouvoirs, un problème de l'indépendance de l'expression journalistique. Et revenons sur les propos de ce ministre de l'Information qui propose des formations à des journalistes pour la transparence, pour l'objectivité, pour bien couvrir les élections. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, en des termes plus simples, venez, on va vous cadrer, pas vous encadrer, on va vous cadrer, on va vous montrer comment exercer votre métier pour ne pas sortir de la ligne du pouvoir, de la ligne du système néocolonial en Algérie. Venez, on va vous former. Déjà, c'est une insulte aux universités, aux instituts et aux écoles de journalisme en Algérie. Sachant que l'Algérie a connu des journalistes en allant de Saïd Maqbel, Smaïl Yefsah, Tahar Djaout, jusqu'au dernier des plus jeunes journalistes aujourd'hui en Algérie. Ça, c'est une insulte à l'égard des universités. Oui, puis dans le même temps, il rejoint un peu le président algérien qui campe encore sur cette idée de dire il n'y a pas de détenus d'opinion, parce que qui dit opinion aujourd'hui, le journalisme est tellement ouvert. Demain, vous exprimez sur vos réseaux sociaux, Abderrahim Moussawel, quelque part, vous êtes aussi homme de médias. Donc, il parle de formation. C'est d'ailleurs peut-être pas son rôle, c'est une question, mais il ne parle pas du tout de ces libertés d'expression. C'est ça ce que veulent aujourd'hui les Algériens. Absolument. Ce terme de formation qu'il a utilisé pour que les journalistes apprennent, entre guillemets, c'est ça le message, apprennent la déontologie, mais aussi soit dans le cadre de ce que veut transmettre comme message le pouvoir en place. Et puis, en parlant des journaux, que ce soit la presse écrite, la radio, ou la presse audio, le journalisme audiovisuel, il me semble que les rédactions, les différents journaux, ils ont des spécialistes, ils ont des reporters, ils ont des journalistes qui couvrent les événements sportifs, ils ont des journalistes qui couvrent les événements culturels, mais ils ont aussi des journalistes qui couvrent les événements politiques. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va apprendre à des journalistes qui ont fait des années d'études et qui se confirment dans leurs journaux comment ils vont encadrer les élections présidentielles. Tout simplement, je vais vous dire, je pense que l'explication peut être faite de façon à la fois responsable et simple. Hassan Qadé, avant qu'il ne soit arrêté, quelques jours avant, il a rédigé un article. En même temps, il a parlé d'une éventuelle élection présidentielle de 2024. Il s'est seulement posé la question. Déjà, il a parlé de ce que sera l'Algérie de 2025. C'est-à-dire 3 ans après, et puis il a ouvert la parenthèse de l'élection présidentielle. Il s'est posé la question, pourquoi ne pas, par exemple, présenter un candidat du Hirak? Rien que le fait d'avoir cité la présidentielle avec la possibilité de la présence d'un candidat qui serait porté par le peuple, ça lui a coûté cher. Aujourd'hui, il croupit dans les geôles du pouvoir en Algérie. Donc, si je reviens à cette idée
de proposer des formations, c'est parce que nous avons un système qui veut coûte que coûte faire avaler la pilule de l'élection présidentielle. En fermant le champ politique et médiatique, d'ailleurs quand on regarde aujourd'hui les événements médiatiques, politiques, économiques, ils s'enchaînent en Algérie. En plus, ils sont en corrélation, en relation restreinte. Par exemple, on n'a pas le droit de parler de la crise économique. Quand on parle du blé, quand on parle de l'importation des moutons, aujourd'hui on est passé d'un pays qui avait une route moutonnière, on exportait des moutons à l'étranger vers l'importation des moutons. On est passé d'un pays où il y a une race d'agneaux qui est apparemment l'une des meilleures races au monde, l'agneau de Ouled Jellel, à un pays dont les citoyens n'arrivent même pas à s'assurer un mouton pour l'Aïd al-Adha, qui est la fête de tous les musulmans, sachant qu'en Algérie, tous les Algériens, ou la majorité des Algériens, honorent cette fête religieuse. On ne peut pas prétendre ou vanter un développement économique lorsqu'on regarde son peuple qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins les plus élémentaires, que ce soit sociaux, que ce soit économiques. Je parlais tout à l'heure justement des enfants, des enfants d'Algérie. Le mois de septembre, il va y avoir certes peut-être une élection présidentielle, mais ce qui est certain, c'est que les enfants d'Algérie seront confrontés à une rentrée sociale, à une rentrée scolaire. Est-ce que les enfants d'Algérie aujourd'hui peuvent se permettre ces éléments nécessaires, élémentaires, de première nécessité pour la rentrée scolaire? Des vêtements, des conditions pédagogiques à la hauteur des attentes de ce grand pays qui s'appelle l'Algérie, des conditions sociales, des conditions économiques. Ce sont les véritables questions que l'on doit se poser lorsqu'on parle du développement économique. Est-ce que le peuple vit dignement sur le plan économique? Et quand on revient à la chose politique, c'est qu'ils veulent passer à tout prix cette pilule d'élection présidentielle après avoir essayé de nous amener à une situation conflictuelle, à une situation du fait accompli, en disant qu'en Algérie aujourd'hui nous sommes en danger, il y a les dangers qui guettent sur les frontières d'Algérie, il faut renforcer le front de l'intérieur, et ceux qui parlent du boycott, ceux qui parlent de la situation politique, économique et sociale en Algérie, ils sont, ils font dans l'hérésie politique aux yeux de ce système. Donc ils veulent nous ramener au fait d'imposer un mandat présidentiel. Je disais à une certaine époque que Tebboune et son entourage, c'est-à-dire ce système dans sa totalité, a voulu coûte que coûte faire passer le 5e mandat de Bouteflika. Aujourd'hui, ils sont en train de maquiller un 6e mandat. Merci, restez avec nous, Abdelrahim Moussawar. Hamid Lelou, peut-être sur ces deux volets, effectivement, d'un côté, on a Mohamed Lagab qui parle de médias, en tout cas, il y en a un qui est très entouré. Il y a une certaine suprématie autour de la personne d'Abdelmajid Tebboune. En Algérie, les institutions sont derrière lui, les médias sont derrière lui. Dans 5 minutes, on passe au volet, l'un des volets importants de cette semaine, c'est la visite à Khenchela. Il a les médias avec lui, il campe aussi sur cette position, le déni total, impossible de débattre sur cette question des détenus aussi d'opinion, donc des détenus de presse. Il a aussi dit clairement, nous lui avons évité la prison compte tenu de son âge avancé, en parlant du journaliste Saad Bouarba. Je le disais cette semaine, alors on pourrait penser que c'est bien venant d'un président, mais où est la justice? Il se fait justice lui-même. Votre point de vue sur ces éléments, Hamid Lelou, toujours à quelques semaines de ce scrutin? Vous savez, l'information, c'est l'étape numéro 1 pour tout combat, pour toute action politique agressive, qu'elle soit militaire, économique, diplomatique ou quoi que ce soit. C'est l'information. Si vous contrôlez l'information, vous contrôlez les messages. Si vous contrôlez les messages, vous contrôlez la narrative, vous contrôlez les mots qui sont dits. Et à travers le muselage de la presse, à travers l'encadrement de la presse, qu'elle soit écrite ou audiovisuelle, vous contrôlez ce message aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et c'est de bonne guerre, encore une fois. C'est un régime policier qui a les moyens et qui se donne les moyens de faire ça. Ils sont en train
comment dirais-je, ils sont en train de former l'opinion, de créer ce cadre. De formater, conditionner. Conditionner, formater, créer des conditions qui vont faire de ces élections une réussite ou un semblant de réussite, même si ce n'est pas une réussite. Parce que si vous contrôlez l'information, si vous contrôlez la presse, même s'il y a une participation faible, vous pouvez toujours jouer avec la technologie pour nous faire croire qu'il y a des gens qui sortent et qui vont dans les bureaux de vote. Vous faites des interviews dans la rue avec des participants qui sont contents et les femmes qui font des you-you, etc. Mais si vous aviez une presse indépendante, vous ne pouvez pas le faire. Et d'ailleurs, ils vont même contrôler la presse étrangère. Les accréditations pour la presse étrangère vont être très, très, très sélectives pour délivrer les visas. Il y a beaucoup de presse qui sont interdites aujourd'hui. On parle de l'indépendance des journalistes de la presse en Algérie. Il en est de même dans les pays occidentaux, que ce soit les Français ou les Américains. Il y en a qui sont payés d'une manière ou d'une autre pour faire l'apologie de ce système corrompu algérien, parce qu'il y a des contrats qui sont signés par leur pays, etc., etc. Est-ce qu'ils vont autoriser les journalistes connus de par le monde, qu'ils soient en Europe ou aux États-Unis, qui critiquent le régime algérien? Je ne le pense pas. On va avoir des journalistes à l'international, mais ça va être des journalistes qui obéissent un petit peu au message que le régime algérien voudrait envoyer. Maintenant, s'ils veulent former les journalistes à la couverture de médias, il n'y a rien de contre, parce que il y a aussi le média public, mais le problème c'est qu'ils confondent le média public avec le média du régime. C'est ça la différence. Et de l'autre côté, on parle de la presse indépendante. On n'a pas de presse indépendante en Algérie, on a une presse privée qui, elle, parce que c'est privé, parce que c'est monétaire, elles appartiennent, tous les journaux et tous les médias privés appartiennent à une oligarchie qui, elle, existe économiquement grâce à son support du régime policier algérien. Merci Hamid Lelou. On va donc écouter ici le président algérien qui revient notamment sur les wilayas, ces annonces qu'il avait faites, cette annonce, il en a eu plusieurs, il avait faite juste après son arrivée au pouvoir. شكرا. إلى فيه رزنامة دولية لتقتضي حضور رئيس الجمهورية أنا مضطر نمشي، وإلا أنا نزور داخل الوطن قبل ما نزور الخارج إن شاء الله. لأن التزمت مع إخوان في الجنوب في الشرق في الغرب أنني سأزور ولايتهم دشرة بدشرة إن شاء الله إن شاء الله. Et l'accueil à Khenchela, c'était il y a donc 48 heures précisément. Voilà, nos invités vont réagir dans quelques instants, mais la première question qui va se poser sur cette visite de plus en plus assumée, un pays de plus en plus militarisé, alors que depuis des années, et on l'a vu dernièrement en 2019 et depuis, une jeunesse,
une famille algérienne qui dit Daoula Madaniya Machi Askaria, stop à cette relation, à cet État militaire. Nous avons besoin d'un État civil. On a ces quelques images et c'est la première question pour nos invités. أريد بهذه المناسبة الكريمة أن أتطرق معكم إلى الإنجازات المعتبرة التي مفاتئ تحققها الجزائر على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، على النظرة المتبصرة للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، هذه النظرة التي مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية وفرض نفسها كشريك موثوق يحظى بالاحترام والتقدير من طرف جميع الدول. Voilà, on écoutait ici le chef d'état-major Saïd Chenreha. On va revenir un peu sur la politique du président algérien. Vous allez les voir ces images pendant que nos invités en parlent. C'est vraiment la présence, il y a 48 heures, du chef d'état-major aux côtés d'Abdelmajid Tebboune pour inaugurer à tous les niveaux. Mohamed Lamine Chibane, première question. Comment vous expliquez qu'en 2024, il y ait cette présence de plus en plus assumée? Est-ce que le président algérien est au service de l'armée en Algérie aujourd'hui en 2024, malgré la colère, les cris, les souhaits et le j'en peux plus du peuple algérien? Une question qui est assez... je ne pourrais vous répondre. Je vous appelle, je vous parle de l'Algérie. Je préfère... des réserves pour cette question, si vous permettez. Mais sinon, en voyant ces images, ça me fait rappeler les années 70. Et alors, les années 70, c'était le passage de Houari Boumediene, le colonel dictateur. Lui qui, quand il passait, c'était, on revoit, je revis ces images des années 70. Et Paris Match, qui est un grand magazine français, le slogan Théo, c'était le poids des mots, le choc des photos. C'est-à-dire, c'est Paris Match. Le NTV Théana, c'est le choc du sang. Alors que vous avez constaté comment le sang, il est, comment il est augmenté, je ne sais pourquoi d'ailleurs. Et puis je voudrais rappeler Moussawar. Effectivement, je partage son point de vue quand il parle de ce danger imminent. En 92, on parlait du danger islamiste. Nous sommes en 2024, 32 ans après. On parle du danger du Marzen. Il faudrait qu'il y ait, comme le disait, si Ahmed Douihia, qui se trouve en prison, il faudrait qu'il y ait ce terrorisme. Alors il parlait le terrorisme résiduel. Ça, à chaque fois, il répétait le terrorisme résiduel. Voilà. Donc, خلينا نديروا راينا، خلينا نبيعوا لي لينغو دور السكوار، خلينا نسرقوا البلاد، ننهبوا البلاد، نبنيو des usines en Espagne, نشريو des hôtels en Espagne. Et sinon, il y a le danger. Il y a le danger, il y a le terrorisme. Le peuple réellement il n'est pas dupe. Le peuple et puis je voudrais ajouter à ce que disait c'est Hamid Lellou en parlant de ces journalistes qui éventuellement à savoir s'ils vont avoir ces visas, ça me fait rappeler toujours les années 70, les années de plomb à Houari Boumediene. La première APN, la première Assemblée populaire nationale qui a été élue, il y avait deux journalistes à Le Monde. Paul Balta, je rappelle à ceux qui avaient mon âge, cet âge-là, Paul Balta et Daniel Junca. C'était les deux correspondants officiels à Le Monde. Et pourtant, Paul Balta, il était proche de Houari, il plus ou moins. Bon. Et bien, le jour où il a fait son papier sur l'élection de l'Assemblée populaire nationale, il avait écrit un petit mot, cette assemblée est beaucoup plus populaire que démocratique. Eh bien, son journal n'est pas rentré, parce que Le Monde, il a une active sur l'Algérie et il ne rentre pas. Et donc, nous sommes toujours dans... C'est les mêmes pratiques. Et on veut dicter au peuple ce qu'il doit penser. Et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, quand vous avez ramené le passage du ministre. Dicter aux journalistes comment ils doivent penser, c'est incroyable,
Et puis maintenant, nous sommes à Khenchla, en parlant du président que je trouve. C'est bien qu'il parte à Khenchla. Hein. Alors, il est parti à Jelfa, qui est une zone, une région arabophone. Et bon, il faut qu'il y ait quand même une équilibré. Khenchla est connu, c'est une région berbérophone. Et donc, Chewi, et donc, du temps de Zerouel, de Chedli, de Bouteflika, cette région, Khenchla, le Bouagui, Tbessa, c'était des régions auxquelles, si vous revenez, vous allez voir le scrutin, c'était les 90%. 90% de Zerouel, 90% de Chedli, de Bouteflika. Mais 2009, on va tenter de vous rappeler, docteur Mohamed Lamine Chibane. Abderrahim Moussaouel, peut-être sur cette première question en 2 minutes tout de même, c'est ce slogan qui est présent tout de même. On a ces images de plus en plus assumées, vous les voyez en loupe. On a encore une fois un chef d'état-major qui est très présent. Est-ce que l'Algérie on a peut-être besoin, vous me direz, ou il faut vraiment sortir de ce système? Absolument. L'Algérie a besoin de l'armée, a besoin de l'institution militaire lorsqu'il s'agit d'une institution légitime qui se conforme aux articles de la loi, qui se conforme à toutes ces attributions qui sont faites par la Constitution, c'est-à-dire une institution parmi d'autres qui peut avoir ses financements, mais qui a un rôle à jouer, celui de protéger le pays, celui de protéger les frontières et celui de protéger le citoyen. C'est pas faire l'inverse, c'est-à-dire imposer un système politico-militaire, un système militaro-policier, parce que nous sommes dans un véritable système militaro-policier qui est là pour réprimer, qui est là pour faire de la justice un appareil judiciaire entre les mains d'une certaine caste militaire qui nous gouverne et qui l'utilise pour marteler, pour mater, pour réprimer le citoyen, une institution qui doit respecter la loi. Aujourd'hui, à chaque événement, à chaque manifestation politique, scientifique, culturelle, la rentrée scolaire, nous avons des gendarmes, des militaires. Ça veut dire toutes ces casquettes qui deviennent de plus en plus, auxquelles de plus en plus le peuple algérien devient allergique. Sa visite à Khenchla, d'ailleurs, vous parlez du président désigné. Moi, je me rappelle plutôt l'idée que j'ai toujours de Khenchla, c'est cette wilaya de Hirak qui est parvenue, dont les citoyens sont parvenus en 2019 à faire descendre le portrait d'Abdelaziz Bouteflika. On peut peut-être comprendre éventuellement que c'est une sorte de ballon de sonde pour aller voir la wilaya de Khenchla, pour voir de près est-ce que le peuple est résigné ou pas. Parce il y a un message politique, on avance, mais on va revenir bien évidemment. Il y avait cette image, encore une fois, vraiment très très présente du chef d'état-major, mais selon, comme vous y êtes, il y a un message politique aujourd'hui du pouvoir algérien, si Abdelmadjid Tebboune est en campagne, de se rendre à Khenchla, s'être rendu à Khenchla il y a 48 heures, le début du Hirak. Absolument, tous les gestes, tout ce qu'on fait, si on fait un pas vers l'avant, ça possède bien sûr, ça renseigne sur une idée, sur une intention, parce qu'il y a 5 ans, jour pour jour, ou peut-être on l'a dépassé de quelques mois, en 2019, les habitants de Khenchla ont arraché le portrait d'un dictateur qui a régné en Algérie pendant une 20aine d'années. Je pense qu'aujourd'hui, pour savoir s'il serait éventuellement le bienvenu au sein de la population ou autre, malheureusement, après avoir fait s'abattre une répression, des emprisonnements. On ne peut pas réduire un peuple au silence. Au contraire, le silence du peuple algérien aujourd'hui, moi je le vois d'un autre angle, celui d'une résistance qui continue de se faire dans le temps, au moment où le pouvoir totalitaire en Algérie cherche là une résignation acquise, c'est-à-dire de l'avoir du côté du peuple. Il cherche une soumission, le peuple répond par le silence. Parce que si les dangers qui guettent sur l'Algérie sont réellement existants, le pouvoir ne les prend pas au sérieux, mais le peuple algérien les prend au sérieux. Au moment opportun,
même si parfois nous sommes dans la confusion, les militants politiques, des responsables politiques sont dans la confusion d'analyse politique, le peuple, il sait ce qu'il fait. Ce qu'a fait le peuple en 2019, comme une seule femme, comme un seul homme, c'était un sursaut populaire que n'importe quel analyste politique, auquel n'importe quel analyste politique ne s'y attendait pas. Mais lorsque c'est la voix des peuples ou du peuple qui émane pour transmettre un message d'union, un message de changement, jusqu'à aujourd'hui, ce pouvoir qui nous gouverne, il a peur de cet élan. C'est pour cela que les visites d'Abdelmajid Tebboune sur le terrain n'ont pu être faites qu'après avoir imposé une répression, des emprisonnements, la fermeture du champ politique et médiatique, une sorte de musellement du Hirak, mais le peuple, il continue de résister. Et la phase de résistance fait partie intégrante du Hirak du peuple algérien. Hamid Leloud, d'abord, alors vous dites ces visites, on rappelle que c'est seulement la 3e visite, hein, alors que, on l'a écouté tout à l'heure, hein, alors que Abdelmajid Tebboune avait promis vraiment d'aller faire un tour de toutes les wilayas. Les Algériens ne l'ont pas vu, mais ils n'ont pas vu aussi les ministres, hein, parce qu'il y a une gouvernance très discrète, hein, très silencieuse, très absente aujourd'hui depuis 5 ans. Octobre 2023, c'était donc Djelfa. En février 2024, Tindouf. Et puis, il y a 48 heures, Khenchela. 2 points, Hamid Leloud. D'abord, ce chef d'état-major très présent, on le voit vraiment inauguré, vraiment aux côtés du président algérien. Et puis avoir votre avis. Alors, il y a des choses qui sont faites. Il y a 600 logements. Il y a un chemin, donc il y a un chemin ferroviaire qui a été, donc une ligne ferroviaire qui a été inaugurée de 50 km. D'ailleurs, d'après le président, donc ces trains peuvent aller jusqu'à 160 km. Mais quel est l'intérêt? Voilà, il y a été planté un peu sur quelque chose de très écologique. Quel est l'intérêt de cette visite aussi? Deuxième question, Hamid Leloud. Est-ce que c'est du saupoudrage? Est-ce que c'est au président vraiment d'aller à ces rendez-vous-là, alors que depuis 5 ans, le but, ça aurait peut-être été de proposer une politique économique, des orientations pour l'éducation, pour l'emploi, faire face au chômage, au pouvoir d'achat, la santé. Est-ce que c'était pas vraiment ce travail qu'aurait dû mener le président algérien depuis 5 ans? Vous savez, il y a 2 Algéries. Il y a l'Algérie d'avant Hirak et l'Algérie d'après le Hirak. Les gens ont tendance à oublier que le Hirak nous a fait réaliser pas mal de choses, dont cette gouvernance. Souvenez-vous, avant le Hirak, les pseudo-présidents, ministres et tout ça étaient libres d'aller où ils veulent, et il suffisait de décider d'une réunion ou d'une visite, ils partaient dans les 4 coins de l'Algérie. Maintenant, ils disent ils ne peuvent pas. Du point de vue opérationnel et logistique, ils ne peuvent pas. Il faut le préparer parce que le peuple s'est révolté. C'est différent. La donne est différente. D'autant plus que vous parlez de la région où il y a eu un Hirak très fort. Khenchela, ce n'est pas une région où le peuple va accueillir, même s'il n'y a pas une liberté d'expression. D'ailleurs, j'espère que vous allez nous faire passer une vidéo où les gens même si tout était monté, même si les gens qui étaient là, la plupart c'était les gens du service qui encadraient le sursaut populaire ou l'engouement populaire. Et pourtant, il y avait quelques jeunes qui disaient Shabab Mahgour, Shabab Mahgour, qu'est-ce qu'il fait, lui, au lieu d'être là et de leur répondre, de les rassurer, en tant que mauvais président qu'il est, eh ben, il a pris la fuite. J'espère que vous allez nous passer cette vidéo parce que c'était vraiment très révélateur. Bon, ça c'est d'un. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas toutes ces visites parce que maintenant, il faut vraiment les préparer. C'est pas comme avant, c'est pas acquis. La question sur la présence de chef d'état-major. Vous parlez d'un sujet très important qui est la relation des civils et des militaires. Et c'est pour ça que moi, j'ai insisté plusieurs fois, moi je ne parle pas de dictature militaire, je parle d'un État politique policier. C'est la police politique qui dirige l'Algérie. Maintenant, il y a des militaires derrière, absolument, puisque les services, c'est les militaires. Et la différence entre les deux, c'est que
l'institution militaire, et d'ailleurs, moi je vais vous le prouver, je ne pense pas qu'elle fasse partie de cette gestion quotidienne du pays. Je m'explique. Parmi les militaires, les officiers supérieurs, il y a deux catégories. Il y a les militaires, je l'avais expliqué il y a quelques années, opérationnels. Ce sont les généraux, souvent des colonels, des lieutenants-colonels et tout ça, que nous voyons jamais, que nous ne connaissons pas et qui font leur travail au fin fond de l'Algérie. Ce sont les généraux et les officiers opérationnels. Et il y a les généraux, surtout les généraux politiques, ceux qu'on voit à la télé qui, excusez-moi l'expression, n'ont rien à foutre de leur journée que de passer à la télé parce qu'ils ont plus important à faire, mais comme ce n'est pas eux qui le font, donc ils ont largement le temps de passer à la télévision. Alors, c'est quoi la relation entre les deux, entre les militaires opérationnels et le militaire politique? À mon avis, il y a pas un accord, mais il y a une entente tacite. Une entente tacite, c'est-à-dire que ce militaire opérationnel, il va laisser l'officier politique faire de la politique et gérer le budget. Autant soit-il que le politique va fournir tous les moyens nécessaires à ce militaire opérationnel pour faire leur travail. Et c'est pour ça qu'ils votent des budgets colossaux, des moyens qui se donnent pour aller couvrir les frontières, même si ça, ce n'est pas tout à fait la chose qu'il faut faire. Mais bon, et c'est ça où je dis qu'il y a une entente tacite. Troisièmement, ces militaires opérationnels ne veulent pas faire bouger les choses politiquement parce que pour l'instant, ce statu quo, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'Algérie, parce que ça donne une certaine stabilité politique et sécuritaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas non plus confiance à la classe politique algérienne, en particulier la classe politique indépendante. Et à chaque fois, pour eux, à mon avis, ils sont en train de se dire, elle est où cette opposition naturelle, cette opposition réelle qui veut servir l'Algérie? On aimerait bien les voir, parce qu'il faut qu'il y ait des gens responsables. Je ne suis pas en train d'appeler au coup d'État, c'est pas ça. Mais qu'il y ait cette contrebalance des pouvoirs entre le militaire opérationnel et le militaire politique. Et c'est pour ça que vous voyez ce Chenguereha qui traîne, et c'est pas lui qui commande, c'est la police politique qui commande. Et enfin, la troisième question, les réalisations. Les réalisations, ce sont tous des projets qui ont été lancés il y a 20 ans. C'est des projets qui auraient dû finir au bout de 2 ou 3 ans et ils traînent depuis 20 ans. D'ailleurs, une remarque qui a été faite par Tebboune qui disait « c'est fini l'époque où les projets vont traîner 20 ans ». Parce qu'il sait que tous les projets qu'il est en train de soi-disant inaugurer, ils ont été lancés il y a 20 ans. Et je vous donne un exemple. Le stade du Sénégal, le même gabarit, la même dimension que le stade de Nelson Mandela, les Sénégalais, avec leur main-d'œuvre et les travaux faits par les Turcs, ça a pris 17 mois. Le stade de Mandela, ça a pris 17 ans. À vous la parole maintenant. Mohamed, docteur Mohamed Lamine Chibane, sur cette visite, Abdelmadjid Tebboune, candidat ou président, mais si on prend un peu de hauteur, il y a ces annonces, d'ailleurs pour certains, il y a ces 14 kilomètres de dédoublement sur une nationale, il y a cette première pierre, il y a cette pose de première pierre inaugurée par le président algérien. Voilà, il y a quelques annonces. Bon, il y a ces 50 kilomètres de chemin de fer. Mais voilà, pour vous, quel aspect, quelle analyse on peut donner aujourd'hui à cette visite? C'est des effets d'annonce dans une ville historique comme Khenchra tout de même, à la veille de ces élections. Oui, justement, je termine et je partage le point de vue de Simon Sauer. Alors je disais, dommage, ça s'est coupé, c'était donc les 90% durant les années 80, 90, 2000. Et puis voilà, 2019 arrive et Khenchla, sans oublier Kharrata. Alors Khenchla s'est révoltée et elle a choisi la liberté.
non au despotisme, non à la dictature, oui pour la liberté. Et il y a eu donc ces cris hauts et forts durant ce hirak, al-istiqlal. Le waqt où certains ou certaines, laissez-nous faire, disaient, laissez-nous faire la sieste. Laissez-nous faire la sieste. Wallahi, je me rappelle de cette citation du professeur Ben Nabi, le grand Malik Ben Nabi. Alors il disait le harkisme demeure sur place et deviendra vite sous l'influence d'une volonté organisatrice un myriapode avec des pattes indigènes. L'élite harki. André Malraux disait « Rien n'est plus important dans la vie que de faire partie de ceux qui ont été capables de dire non. » Allah, je salue les citoyens de Khanchla 2019. Écoutez, Martin Luther King, un homme meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Alors, le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret ça veut dire quoi, docteur? Il s'est rendu tout de même, c'est ça. Alors c'est seulement sa 3e visite, ça en dit long aussi sur ce degré d'illégitimité, parce qu'il avait promis de faire un certain nombre de visites. Mais selon vous, ça dit quoi cette visite? Alors encore une fois, c'est des annonces, hein, c'est des intentions qui ont été faites, c'est une pose de première pierre, c'est des choses quand même assez qu'un wali par exemple ou un maire aurait pu aussi faire. Mais cette visite, est-ce qu'elle rentre aussi il y a un message politique, elle rentre dans un cadre électoral, par exemple? Oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que tout à fait, je l'ai dit, il a visité Jelfa, Mantiqa Arabia, arabophone, ou le Denaïl, et il faut bien aller faire une wilaya, je pense, hein, c'est ma lecture, une wilaya, donc Shawiya, pour ne pas dire qu'on a été Zouzoul al-Bjaya, bon, il y avait Khanchla. Bon, il y a plusieurs lectures, mais entre autres, c'est cette lecture-là, il fallait équilibrer. Et puis, bon, Khanchla est connu, c'est une zone enclavée, de tout le temps isolée, délaissée. Bon, et puis bon, ce qu'il a, on a vu, le 50 km de Khanchla était daïra de le-Bouaqi. Elle est devenue wilaya par la suite. Donc, c'est pas très important ce trafic ferroviaire Khanchla, Aïn Baïda, parce que Aïn Baïda, à travers Dalha ou le Jazia, je connais très bien cette région. Ça aurait été bien, c'était Khanchla, Samtena, ou plutôt Betna, Samtena. Ça, c'est des grands pôles économiques, mais Khanchla, il y a cette voie aussi de Taman Rasset à Alger qui est en attente, je crois, si je me trompe pas. Bon, c'était en promesse aussi. Absolument. Bon, Hadik, c'est des promesses. On attend toujours. Mais il est temps que, comme le disait, c'est Hamid Lello, que cette élite, comme le disait Sijamel Ben Chennouf, que je salue au passage, cette élite militante, il faut qu'elle se réveille. Il faudrait qu'elle bouge, d'une manière pacifique, mais il faudrait quand même, parce que la population, ils attendent l'élite. Subhanallah, en 54, il est vrai que le déclenchement de la révolution, et il n'y avait pas de docteur, il y avait 6 chefs historiques, Ben Boulay, des douches, crimes, voilà. Donc, et puis par la suite, il y avait Aït Ahmed Bouviat et Khidr, c'était le groupe du Caire. Mais il n'y avait pas cette élite au départ, par la suite. Les Farhat Abbas, l'Udma, les Ouléma, il est temps que cette élite bouge, il faudrait qu'elle se réveille. Là, il est vrai que les conditions ne sont pas du tout favorables. Ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas faire de meeting. On voit comment Fethi Ref, il est malmené. Karim Tabou, kif, c'est le RCD, kif. Mais il faudrait oser. Moi, je pense, il faut pouvoir se regarder dans la glace, comme le disait Pierre Audin.
Allah yarhamou, le fils de l'illustre Maurice Audin. Il faut pouvoir se regarder dans la glace et assurer les idées qu'on a. Merci. Voilà ce que je peux te dire, mon ami Chaban. Merci, docteur. Mohamed Abderrahim Moussaouel, on ne peut pas dire que le bilan du président il a été glorieux. On en a longuement parlé, la Covid, les feux, une diplomatie aussi, un pays très isolé. Voilà, il y a ce décollage économique tant attendu et pour l'instant, les Algériens n'en ont pas vu effectivement la couleur. Il y a ce dinar qui chute de plus en plus. Il aurait pu, alors c'est peut-être un peu tard aussi, mais je voudrais avoir aussi votre avis sur cet aspect, voilà, en 3-4 minutes, cet aspect de cette visite. Et il aurait pu faire notamment d'autres wilayas. C'est pas le cas. Comment vous voyez cette visite avec ces petites annonces? Elles sont importantes, mais sur un champ politique, elles sont tout de même assez maigres. Alors, je vais peut-être pas forcément vous étonner, mais on en est arrivé à un point où le pouvoir en Algérie, avec sa façade politique, le président désigné Abdelmadjid Tebboune, essaie de sauver les meubles pour sauver son image. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas, il n'y arrive pas. Il veut nous faire croire que, à la problématique politique multidimensionnelle en Algérie aujourd'hui, il peut y avoir des solutions économiques. Ce que le pouvoir fait depuis toujours en Algérie. Et ça, c'est un constat qui devrait nous renseigner sur pas mal de choses, notamment sur la tenue des élections, sur les promesses non tenues. Lorsqu'on nous ramène vers une situation où ce qui prévaut dans le pays, c'est la répression, c'est les emprisonnements, c'est le musellement de toute voix discordante. C'est que les journalistes ne peuvent pas exercer leur métier comme il le faut. C'est que les militants politiques, les syndicalistes, les acteurs associatifs sont réprimés, sont emprisonnés. Avec une politique économique catastrophique qui met la société dans un marasme et dans l'incapacité de subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, avec tout ça, le peu de choses que l'on présente aux citoyens, on le considère comme un grand exploit. Ce que les citoyens avaient compris depuis toujours. En Algérie aujourd'hui, les citoyens... Mais il y a quand même cette propagande. On pourrait peut-être, question, appeler aussi un peu de la propagande. Il y a toutes ces images. Je le disais tout à l'heure, il y en a aussi que pour le président. Il y a une armada de médias pour vraiment montrer ces images continuellement. Telle pose de première paire, inauguration d'un petit équipement. Absolument. L'inauguration d'un petit équipement, l'inauguration d'une station, donc d'une station ferroviaire, l'inauguration ou un projet de planter des milliers d'arbres. Ce n'est pas forcément le président de la République qui pourrait inaugurer tout ça, mais à partir du moment où chaque réalisation, minime soit-elle, puisse être, à chaque fois que cela peut être récupéré pour bonifier ou pour embellir l'image d'un mandat catastrophique, donc c'est le bienvenu. Et bien sûr, tu as souligné un point très important, celui de la propagande, la propagande médiatique. Aujourd'hui, nous assistons à la fermeture de journaux comme Maghreb Émergent, comme Liberté, L'Ouatan, etc., menacés de fermeture, et vous avez de l'autre côté des journaux qui émergent comme des champignons, et l'Office national de la publicité, etc., offre le maximum possible d'argent à ces journaux pour qu'ils puissent subsister, pour qu'ils puissent exister, pour qu'ils puissent travailler dans la propagande. Ce que je voulais dire, Chaban, c'est que comme les éléments s'enchaînent les uns avec les autres, c'est que ce pouvoir que nous avons en place, il essaie d'inscrire l'Algérie dans l'avant 2019. Mais il n'y arrive pas. Avec la propagande, avec le mensonge, le peuple, il sait que cette politique de mensonge s'est inscrite depuis longtemps dans la mentalité de ceux qui nous gouvernent. Une nouvelle Algérie, donc. La nouvelle Algérie qui est finalement anciennement ou nouvellement ancienne. Rien n'a changé. Je sais que vous savez le faire, Hamid Lelou. Le mot de la fin, 1 minute. Je pense que le système, honnêtement, il est à bout de souffle.
Et n'oublions pas certaines choses. Il y a deux choses qui sont liées à ces élections. Premièrement, c'est le fait de les avoir avancées de décembre à septembre. Là, il faut se poser la question. Il y a problème. Il y a feu à la maison. Deux, le fait que Tebboune ne soit pas déclaré officiellement comme candidat. Et moi, je ne serais pas surpris qu'il ne soit pas remis sur selle. Il y a encore des gens au sein du système qui s'opposent à sa réélection, à sa remise sur selle. Parce que quand vous voyez un président qui joue les troisièmes rôles, il reçoit des maires d'une ville de seconde, troisième ville de France, quand vous voyez un président qui reçoit des conseillers ministériels de troisième, quatrième rang à l'international, quand vous voyez qui fait des visites qui n'ont aucun caractère national, et quand vous voyez aussi qu'il y a des conseillers qui sont nommés à la présidence, qui font le travail qu'il devrait faire lui en tant que président, moi je pense que la partie n'est pas jouée. La partie n'est pas jouée. On va voir. Hamid Lelou, merci d'avoir été avec nous en direct de Washington. Merci Abderrahim Moussawar et merci aussi au docteur Mohamed Lamine Chibane pour sa présence et sa fidélité. Vous le disiez tout à l'heure, Hamid Lelou, voilà, c'est bien d'avoir des invités d'Algérie qui puissent aussi répondre à nos questions. Enfin, nous n'inventons rien, mais ce sont des questions parfois qui fâchent pour certains, mais il est important de les poser. Les Algériens et les Algériennes se les posent. Dans quelques instants, donc c'est N'Umq, Salim Salhi, juste derrière le standard est ouvert. Et puis merci à l'équipe en régie de nous accompagner techniquement. À demain, je l'espère. Prenez soin de vous.